pour bâtir un autre Congo par l'instauration d'un état de droit, de la démocratie et de l'unité nationale en vue du bien-être individuel et collectif. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de la participation des membres de la Fédération à vos assises. Aussi, nous attendons les conclusions de votre rencontre qui retiendront assurément l'attention de la présidente et du Conseil fédéral FROCAD IDC CJ3M lors de sa prochaine session ordinaire. Transmettez, monsieur le secrétaire général et chers frères, donc Moukala, nos salutations patriotiques à tous les participants. Plein succès à votre table ronde. Vive la République réconciliée, vive la nation solidaire. Pour la présidente de la Fédération, le porte-parole, Charles Zakari Bouaou. Donc, voilà, donc ici nous avons sollicité en fait leur regard parce que nous devrons mieux comprendre ce qui est, ce qui n'a pas été et ce qu'il faut pour que la situation change. On a souhaité vraiment les entendre cette fois-ci pour qu'on discute clairement de la problématique de l'échec, on va le dire, de ce combat qui n'aboutit pas malgré toute l'abnégation qu'on y met. Alors, il était question de regarder également, est-ce que la diaspora a fait mieux que Brazzaville? C'est autant de questions qui, malheureusement, sont froides. Il faut les aborder froidement parce que nous n'irons pas plus loin si on tire une leçon de notre passé récent. Donc, les interventions qui m'ont précédé ont fixé un peu quelques cadrages de la problématique parce que on va le voir que d'abord, c'est d'abord un parcours historique. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le facsimilé des atermoiements persistants depuis 1997. L'opposition politique depuis 1997 a oscillé régulièrement entre tentatives de rapprochement, éloignement. Et Sassou Nguesso en a beaucoup profité puisque des étapes successives, et c'est curieux parce que ça se répète de la même façon. Vous prenez le repère 2001. 2001 commence des négociations, des dialogues. Ça permet de débaucher. Et lorsqu'il a fini de débaucher, il fait avec ceux qu'il a débauchés. On arrive à l'étape suivante, 2007-2009, parce qu'il prépare l'élection de 2009. Là également, il débauche, avec l'entrée des Kolela. En fait, c'est des fissures. 2016, vous avez très bien vu que lorsque l'opposition commence à se mobiliser, notamment après l'élection présidentielle, il débauche encore et on retombe dans la même problématique. Mais la constante de l'opposition a été la question idéologique. Que ce soit la diaspora, que ce soit le pays, on se demande pour quel est l'objectif de la lutte, pourquoi les gens se battent. Est-ce que le dialogue permanent, parce que la demande du dialogue commence en 1998, après la guerre, et régulièrement, ça a été le leitmotiv du combat politique. Est-ce que le dialogue n'a pas toujours été ce sur quoi ça soit misé le plus pour utiliser au mieux les failles que venait de décrire le doyen Abignan, les failles dans l'éthique de la classe politique congolaise? C'est une grande question parce que c'est une constante. Au grand moment de la lutte, intervient toujours la question du dialogue. Avant, ça s'appelait les États généraux. Après, ça s'est appelé dialogue inclusif. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement, peut-être dialogue encore inclusif, sous les auspices de la... Et même l'opposition de Brazzaville porte ce combat-là sous cette forme-là. Le dialogue est devenu un objectif politique, alors qu'il devait être la conséquence d'une lutte politique. Vous voyez, ce qui diverse un peu dans le milieu politique congolais, c'est ça. Pour les uns, le dialogue devient une fin en soi, c'est-à-dire qu'on se bat, on demande à s'assurer le dialogue, alors que la logique voudrait qu'on se batte pour la libération du pays et qu'au mieux, pour éviter la guerre, au mieux quand Sassou se trouve en porte-à-faux avec le peuple, que Sassou perde un peu toute son autorité pour accepter un dialogue qui serait un dialogue où les rapports de force seraient inversés. Donc ça reste un problème. Par ailleurs, donc, dans les faiblesses, on a beaucoup de problèmes qui relèvent aussi des mauvaises pratiques. On ne va pas aller dans les détails, mais on sollicite vraiment votre réflexion sur les mauvaises pratiques. Est-ce qu'on a toujours eu la bonne démarche diplomatique, par exemple? Il faudrait s'interroger. Est-ce qu'on a raison
de courir à Udia comme ça derrière la communauté internationale, on dit. C'est des problèmes qui sont posés parce que l'histoire des révolutions, l'histoire des pays, on a suffisamment oublié de se prendre soi-même en charge. Ça, c'est une constante aussi dans la lutte congolaise. On compte sur les autres. On n'a pas suffisamment nous-mêmes développé des instruments pour tenir bon. L'un des péchés aussi majeurs, ça a été l'abandon de l'aile de la résistance militaire à partir de 2001. Je pense que Sassou a beaucoup plus négocié quand il y avait la résistance militaire. Avant 2001, vous verrez vous-même les différentes étapes qu'il a traversées. L'autre problème qu'on peut relever de façon pertinente, c'est le même problème qu'il y a eu à la conférence nationale. C'est-à-dire la séparation entre l'élite et le peuple. Parce que si la conférence nationale avait été portée par le peuple profondément pendant que ça se déroule, pas avant, mais pendant que ça se déroule, lorsque dans la salle on criait Mongwe Bima, le peuple aurait repris dans la cité, et je pense que le problème aurait été réglé plus vite qu'on a été dans les actes après. Mais le fait que les conférenciers étaient isolés du peuple, ceux qui ont été à la conférence ont vu que vous sortiez de là comme sortent les joueurs du stade. C'est-à-dire que les autres étaient téléspectateurs. Dans la rue, les gens posaient des questions. Ben, ils n'étaient pas du tout intégrés. Et aujourd'hui, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on est dans une résistance où on ne voit pas le lien étroit tissé entre le peuple et ses leaders, entre ceux qui revendiquent, ceux qui portent cette cause et le peuple. C'est un divorce qui est permanent. Il faut vraiment regarder parce que cette contre-performance a été accentuée, notamment après le 27, après le 27 septembre. C'est aussi un problème important. Alors, on va dire que, réellement, si vous regardez bien, il n'y a pas de bras de fer avec Sassou Nguesso. On parle, on dit, on fait beaucoup de choses, mais ça ressemble un peu à l'histoire de le chat à bois, la caravane passe. En réalité, quand vous prenez tous les indicateurs, vous observez qu'il n'y a pas un véritable bras de fer. On est dans une stratégie d'attentisme qui vise un peu à l'épuisement. C'est-à-dire que tout le monde se dit qu'il va s'épuiser. Mais il a toujours des ressources pour se régénérer. La stratégie de puisement est une stratégie délicate. Parce que vous allez le voir que, à contrario, ce qui aurait pu être des stratégies de remobilisation, parce que personne n'explique pourquoi le général Mokoko va se retrouver tout seul. D'abord encerclé, ensuite en prison, sans qu'il y ait un effet populaire, sans qu'il y ait un effet quelconque. Sinon, comment l'expliquer? Ni politique, parce que les hommes politiques auraient pu entreprendre la démarche contestataire pour s'associer, pour marquer sa solidarité. Mais il se retrouvait tout seul. Okobi Salissa également se retrouve tout seul dans cette lutte. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont arrêtés, ils sont tous seuls. Il n'y a pas d'ébullition sociale. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une déconnexion entre le leadership et les bases. Et quand on regarde en Brazzaville, on ne trouve pas les traces d'organisation de réseaux solides, ne serait-ce que pour créer la situation sociale attendue, c'est-à-dire que le CHU a fait 1 mois et demi de grève, mais quand vous prenez, au moment où le CHU est fermé, vous allez dans la cité, vous prenez l'opinion des Congolais, ils ne sont pas mobilisés autour de cet objectif-là. Ils déplorent. Donc, alors, tout cela amène à analyser un peu mieux, parce qu'on aura à discuter de tout ça, des 3 problèmes qui se posent. Le problème des acteurs politiques, je crois qu'on en a parlé ici, il faut un nouveau cahier de charges, et ce que Maître appelle avec raison, un contrat social. Il faut un nouveau contrat social dans la classe politique congolaise, pour qu'on sache aujourd'hui qui fait quoi. Il faut un nouveau contrat social. Vers où nous allons, avec qui et comment. C'est très important. Parce que vous prenez l'histoire congolaise, c'est la répétition des trahisons, des gens qui tournent casa. C'est la répétition. On se recycle régulièrement. Il faut un nouveau contrat social pour retrouver la cause du peuple, où est-ce qu'elle est et comment on la représente. C'est un de vos débats qui est nécessaire là, pendant l'atelier. Il faut qu'on trouve des réponses. Il y a aussi la société civile. Il y a un déficit de société civile chez nous, dans le sens où celle qui existe, c'est celle qui est dans les droits humains, par exemple. Le CDH, ils se débattent très bien. Mais les autres corps de la société sont désormais neutralisés. Par exemple, les syndicats de travailleurs, les sociétés coopératives. Enfin, un peu partout, la diversité de la société civile doit être relancée. Et il faut y penser parce qu'il faut que ça existe.
pour qu'on puisse avoir un effet comprimant pour le régime. Mais il faut penser à ces sociétés civiles qui ne doivent pas seulement être des accessoires à la lutte, mais qui doivent être porteurs réellement de la lutte. Il faut travailler ça, je ne sais pas les propositions qui peuvent venir là également. L'autre problème, qui reste un problème, il faut l'aborder. Le problème de l'incarnation de la lutte. C'est un problème majeur qui montre que Sassou a beaucoup usé du diviser pour régner. On a eu à chaque fois que les rivières se séparent, il y a des tendances, des groupes qui s'écartent, qui s'éloignent. Après les élections présidentielles, on a eu le fameux chaos des candidatures. C'est-à-dire que chaque groupe revendiquant son candidat, et puis après on est rentré dans une folie à Paris. Mais là, il y a également un problème. Alors, sur le plan des outils, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'en fait, pour résoudre ces problèmes de construction d'une vision commune de la lutte, parce qu'il faut quand même qu'on pense à la même chose pour être capable de travailler ensemble bien. Celui qui pense au dialogue, d'abord, et celui qui pense au soulèvement populaire n'auront pas les mêmes moyens, les mêmes démarches. Et pour qu'ils se mettent ensemble, il faut porter des maillots. Celui qui porte le maillot de dialogue porte son maillot de dialogue. Celui qui porte le maillot de soulèvement du peuple porte le maillot de soulèvement du peuple. Comme ça, le match a lieu. Mais on ne peut pas jouer un match avec des joueurs qui portent tous des uniformes, c'est-à-dire qu'ils sont habillés indistinctement, et ça ne va pas. Et ça, c'est un problème. Il faut l'assumer. Après, on peut faire des passerelles entre les différentes visions. On peut établir des passerelles. Donc, pour ne pas aller plus loin, je terminais par le problème de l'incarnation du combat. En termes soit thématiques, lorsque nous avons des structures qui savent faire, par exemple, les droits de l'homme, il est bon que tout le monde reconnaisse à ces structures-là la conduite des affaires liées aux droits de l'homme. Lorsqu'on en a qui font de la solidarité, il faut qu'on arrête d'être tous partout dans la même histoire. Parce que les leçons à tirer, c'est celle-là. C'est-à-dire que les Congolais sont dans tout. Toutes les associations congolaises veulent faire la même chose en même temps. Alors qu'il y a la spécialisation qui est nécessaire. Lorsqu'il s'agit des questions de droit, il faut laisser les gens de droit parler. Lorsqu'il s'agit des questions militaires, il faut laisser les militaires parler. Lorsqu'il s'agit des questions de presse, il faut donner priorité à nos amis des presses, de la presse, de la communication. Je vous remercie pour l'essentiel. Pour aller plus loin, on va aller dans le thème 2, qui consiste à essayer de revisiter les outils. Donc, comment on fait pour avoir... Mais avant d'y arriver, il y a un débat qui s'instaure maintenant à partir de tout ça. Okay. Voilà. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de mains. Est-ce que... Voilà. On va essayer, je vois qu'il y a quelques mains qui se lèvent. On va essayer de se donner 2 à 3 minutes pour parler. Est-ce qu'on est d'accord pour ça, ce principe? À chacun, oui. Voilà, chacun. Et puis, ça nous permet... Je vous demande beaucoup plus d'être dans l'optique de contribution, parce que ça aiderait effectivement à formater, et peut-être parfois aussi logique de questions, parce qu'ils sont aussi là, certaines de ces ressources que nous avons choisies, pour répondre et donner plus de précision sur les expressions qu'ils ont utilisées, telles que l'expression que j'ai bien entendue ici, de tribalisme. Donc c'est important que nous en ayons une meilleure perception. Alors, je vais commencer par le fond de la salle. Vous vous présentez, et puis vous posez votre question. Alexis Passy, compatriote engagé et puis journaliste indépendant. Alors, à un journaliste, on ne demande pas une contribution. Par contre, à un journaliste, il est libre de contribuer ou sinon de poser la question, parce que c'est ça son. On est bien d'accord. Très bien. Alors, j'ai entendu l'intervention de mon compatriote Alexis Béhoud en parlant des logiques. La première, celle de l'insurrection, donc le soulèvement populaire. La seconde, c'est enfin du dialogue. Disons peut-être une certaine conférence qui se dit ici ou là. Mais alors, la question, c'est sur la première logique, où on est, où on sent les assises, puisque nous sommes dans le cadre des assises. Enfin, si cette logique n'est pas encore, je vais dire, élaborée, eh bien, que pensez-vous sur la deuxième? Voilà la question. Et puis, nous allons prendre une deuxième question.
Bingo Diongo, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une contribution au débat. Jérôme Miki au Congo. Pour le moment, c'est lui qui parle. On va autour. Vous avez parlé. C'est plutôt une contribution au débat. Alors, moi j'ai décidé de participer à cette cadre-là qui avait pour intitulé « Pour la fin du règne de Sassou Nguesso ». Je crois que c'est ça. Mais bon, je suis quand même un tout petit peu au regret de dire qu'il y a beaucoup d'interventions qui étaient plutôt dans la projection. On n'était pas dans la thématique de la table. Après, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas au public ici qu'on peut définir dans l'auditoire comment renverser Sassou Nguesso. Mais pour ma part, il y a une question essentielle que je me pose. J'ai eu là, c'est pas une chance. Je ne suis pas universitaire, donc je vais aller droit au but. Pour la fin du règne de Denis Sassou Nguesso, en gros, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir? Pourquoi M. Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir? Je suis parti de ma réflexion aussi. Moi, j'ai pour référence deux événements historiques reconnus. Il y a la conférence nationale souveraine de 1991, où tous les Congolais étaient pour le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Quand je dis tous les Congolais, vous avez les Congolais du sud du pays, vous avez les Congolais du nord du pays, vous avez l'élite du sud comme l'élite du nord du pays. Si M. Sassou Nguesso avait été mis en minorité à la conférence nationale, c'est parce qu'on a eu Bokamba Yamina, on a eu le général de Toko, on a eu des personnalités comme le doyen Outa, on en discute souvent. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2015, à l'issue donc de la contestation de la modification de la Constitution, qu'on ait eu cet engouement-là, en tout cas, il y a eu une volonté de voir M. Denis Sassou Nguesso quitter le pouvoir. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que ce qui nous caractérise, nous les Congolais, c'est l'hypocrisie. C'est quand même poser la question, et ça on en discute entre nous, c'est quand même poser la question de savoir si on renversait M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est une personnalité du nord du pays, une personnalité du sud du pays qui a raflé la mise en guillemets. Ce qui caractérise aussi cette séquence-là, c'est qu'il y a eu des appels à la désobéissance civile. On a bien vu que la désobéissance civile commençait au bord de l'océan à Pointe-Noire et s'arrêtait à la Congo. Donc, si on ne se pose pas la question de savoir pourquoi la partie nord du pays ne s'est pas mobilisée, donc on est dans l'hypocrisie totale, et on peut discourir comme on veut si on n'intègre pas le fait que M. Denis Sassou Nguesso doit partir parce que tous les Congolais se lèvent, on repartira dans des guerres civiles demain au Congo. Donc, bref, à tort ou à raison, peut-être que nos frères et nos sœurs du Nord, pas dans leur, en guillemets, globalité, hein, je n'ai pas envie de globaliser, les problèmes qui se posent dans le nord du pays sont les mêmes qui se posent dans le sud du pays. C'est vraiment un clan au pouvoir. Mais comment se fait-il que les compatriotes du nord, au-delà des sudistes, hein, on va parler comme ça actuellement, qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, en quelque part, j'ai pas envie de dire de la sympathie pour M. Denis Sassou Nguesso, mais se sentent quelque part un peu protégés par M. Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est peut-être subjectif ou objectif. Il faut aller vers ses frères, qu'on nous donne des explications, pour voir ensuite comment construire quelque chose qui va rassurer tout le monde. Donc en gros, comment rassurer ceux qui soutiennent encore M. Denis Sassou Nguesso. Le départ de M. Denis Sassou Nguesso ne va pas, quelque part, entraîner leur disparition. C'est ça la question. Tout le reste, excusez-moi, c'est du baratin. Posons-nous la question de savoir pourquoi la frange qui soutient M. Denis Sassou Nguesso au nord du pays, contrairement à la conférence nationale, reste derrière M. Denis Sassou Nguesso. Et c'est la question qu'on n'a pas posée, en tout cas les membres du FOCA de l'opposition n'ont pas posé ces questions-là après l'échec
2, l'appel à la désobéissance civile. Donc voilà un peu l'hypocrisie qui a toujours été la nôtre, à laquelle on refuse de répondre. J'ai vu les différentes interventions, personne n'en a parlé. Donc voilà, moi, les questions que je me pose, et je souhaite demain au Congo qu'on se pose des questions, que ceux qui ne se sont pas rassurés soient rassurés. Mais comment les rassurer? Je n'ai pas de réponse, mais voilà un peu les questions qui sont les miennes et que je... Mais nous allons continuer de creuser, et donc il y a M. Ito Congo qui s'était annoncé, nous allons lui donner la parole. Merci, M. Nicolas. Ah, bonjour, mesdames, messieurs. En tout cas, je suis ravi de retrouver cette auguste assemblée. Ce souvent, c'est depuis quelque temps. Là, tout à l'heure, avec Alexis, avec quelques-uns, nous venons de Paris. On était aussi dans une réunion qui a rassemblé au moins 50 personnes. Donc, je n'ai pas ici à faire un CV. Tout de même, si vous me permettez, il y a mon cadet Ningwa qui vient d'être un peu concis sur les lamentations des uns des autres. Moi, je suis de Wando. Voilà, que je disais à certains, que je le dise. 91 a été placé sous l'auspice de la restauration de la démocratie. Donc c'est moi qui ai été, il y avait les forces du changement sur la place de Paris, avec l'ancien ambassadeur qui s'appelle M. Iwenge. Donc les forces du changement, que ce soit l'UPADS, le MCDI, on était tous en scène de rose pour bouter la loi électorale du Parti unique. Donc il n'y avait pas d'interrogation sur la tribu, sur quoi que ce soit. Donc je reviens pour mettre, pas certains en garde, je viens tout simplement pour demander à ce que vous vous battez en retrait, que vous continuez à cultiver des thèses sur le tribalisme. Il faut vous battre en retrait. Parce que la tendance n'est pas celle-là, surtout depuis 1991. D'ailleurs, même depuis l'abbé Yulou, j'y étais là. 91, j'ai été secrétaire général à l'ambassade du Congo. C'était pour recueillir toutes les données des Congolais qui avaient voté, des villes de province, et c'était à 92%. Ça, c'est la France. C'est là où nous avons préparé les mini-conférences nationales. Et avec qui les mini-conférences nationales? On avait Maître Modile Masebo, il y avait le docteur Kondiakala, il y avait Malonga, il y avait tout ce qu'il fallait, toute la crème de la nation congolaise. Il s'agissait d'aller vers cette conférence nationale souveraine. Bien que l'homme que vous citez a tout rompre. Et il avait pour stratégie que la conférence nationale ne soit pas souveraine, qu'elle soit tout simplement une conférence nationale des partis et des associations qu'il avait vraiment créé beaucoup d'associations. Je les ai dans les archives. Donc, nous ici, pour que cette conférence nationale souveraine puisse se tenir, nous ici en France, vous voyez, j'ai un petit diplôme de Paris de Assas. Là, j'ai fait récemment une formation en tant que médiateur. Si vous voulez que je parle encore un peu de moi, je reviens encore. J'ai fait mon collège à Saint-Benoît, Bougie. Et je suis de Wando. Bougie également, j'ai un cousinage sur Bougie. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que là, Magma Pingu est là. Il y a qui encore? Il y a Simon Pierre, Moussonda. Il y a le doyen Ota. Il y a mon ami Abia qui est là. Il y a Miayuku également. Ils sont tous là. Madame Bouanga. La conférence nationale souveraine a eu bien lieu. Elle était souveraine. Nous sommes battus. Mais nous avons organisé sur la place de Paris des mini-conférences nationales. On avait réussi à nous rassembler. Ce n'est pas le cas actuellement, où cet effet actuellement, à cette date, bien sûr, où il y a un effet de dispersion très remarquable. Quelle est l'idée que tu Voilà, poursuis? l'idée c'est tout simplement, c'est pas pour recadrer, pour faire la morale à cette date. Le tribalisme, s'il y a toujours cette gangrène qui continue, c'est que l'homme qui est là, il a su attraper toutes les régions. Alors, je vais être concis, tout simplement. Les élections qui sont passées du 16 mars 2016,
ces élections du 20 mars 2016. Mais les candidats, il faut les voir. Il y a eu la charte de la victoire de ces candidats. Mais ils étaient tous unis pour bouter l'homme que vous, le 1 qui fait partie de la famille d'Attila. Encore Attila il est encore dans l'histoire. Mais lui, il ne sera peut-être pas dans l'histoire. Parce qu'on a fait autant au Wando, dans le nord, que dans le Poul. Les alliances aux factions qui s'étaient constituées. Les alliances, moi j'étais au MCDI. Le MCDI, j'étais un militant à fond du MCDI. Le but était de bouter le système. Ce n'est pas fait. Il y a eu certains parlent de la trahison, certains parlent de... Voyez-vous, donc le diable, l'homme, le système, il est peut-être plus fort que nous. Il te reste 30 secondes. Merci beaucoup. Alors, donc moi je crois que il va bien falloir, moi personnellement, si demain il y a un état de droit ou un état juste, il faudra que le Congo soit scindé, qu'il y ait une démocratie, une décentralisation qui soit la plus poussée pour que ces régions-là, il faut les regrouper. Au moins 4 régions avec une présidence tournante. Parce que quand j'entends ce que j'entends ici, on n'en finirait jamais avec le tribalisme. Okay. Alors, donc moi, la proposition que j'ai à faire, si vous me permettez, je vais terminer. La proposition que j'ai à faire, pour moi, je vous implore, je vous en supplie, essayez, vous, regarde ma soeur qui est là, le Congrès des Congolais des étrangers, c'est moi, les jeunes, les jeunes du Congrès des Congolais des étrangers, les Nitou, ne vous sont pas, qui sont pas du Nord. C'est moi qui ai eu à tenir, à organiser le Congrès des Congolais des étrangers. On va devoir reprendre la parole. Merci beaucoup. Non, je termine. Donc, j'ai besoin effectivement que toutes les crèmes, que toutes les structures, nous sommes gagnants. La situation du pays, c'est un rappel. Nous allons poursuivre. Voilà, nous sommes gagnants. Je veux juste te rassurer. Il y a Alexis qui était tout à l'heure. Nous sommes gagnants. Il va bien falloir que nous faisions des concessions. Dis-toi, s'il te plaît. Voilà. Nous allons poursuivre ces débats. Tu seras toujours tenu au courant. Nous aurons un calendrier. Voilà, parce que je pense que... S'il te plaît. Jérôme, s'il te plaît. Il y a des gens qui vont intervenir de l'étranger. Jérôme, s'il te plaît. Le projet politique. Voilà, s'il te plaît, Il faut se Jérôme. mettre ensemble. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons aussi donc des compatriotes qui sont au loin et qui vont essayer de suivre le débat. Je vous invite vraiment à une certaine discipline, à une concision, pour que nous avancions tous ensemble et que nous ayons le temps d'exploiter un peu les choses, s'il vous plaît. Alors, nous allons écouter Telama Miabe, qui intervient depuis Washington, et donc qui a très certainement des éléments donc, à nous communiquer. Oui. Telema. Si, il est là, il nous entend. Voilà. Telema, Oui. alors, vous allez juste... merci. Votre caméra, il y a un peu trop d'espace en haut. Vous pouvez juste rabattre votre... voilà, très bien. Là, on est bon, là. Voilà. Vous pouvez juste essayer de parler, comme ça on va vous entendre, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Ça marche, ça marche? Oui, Ça marche très bien. Est-ce que vous voyez l'Assemblée? Oui, je vois en partie l'Assemblée, merci. D'accord, donc on va garder cet angle et on va vous donner la parole. Pardon, je vais juste quitter, voilà. Bon, premièrement, d'abord, je ne vais pas être très lent. J'ai écouté les uns et les autres. Et la première des choses que je voudrais dire, c'est que je vous remercie, les assises, de nous avoir donné la possibilité de participer à cette conférence, cette table ronde. Et c'est important pour nous.